Bonjour tout le monde et merci d'avoir pu assister à cette session. Cette session-là, on va parler d'Azure Private Link. Je suis très content d'être avec vous et pour partager avec vous un peu ce que Microsoft avait annoncé récemment sur le Azure Private Link. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier tous nos sponsors et Epitech pour l'organisation et les efforts qu'ils ont fait pour que cet événement soit une réussite. Donc avant tout, je me présente, je suis Charo Amin, je suis Azure MVP, Cloud et ingénieur Cloud DevOps. Je suis bien partagé, hein, je partage tout ce que j'apprends, quoi. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, qui est Amin Charo. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de Azure Private Link et on va voir exactement ce que ça veut dire Azure Private Link, un petit overview sur Azure Private Link et on va voir quelle est la différence entre Azure Private Link et le Service Endpoints parce qu'il y a pas mal de clients qui ne font toujours pas la différence entre ces deux-là et on va voir 3 use cases, il me semble, de Azure Private Link, une sur SQL Server et une sur le batch account et une dernière avec l'automatisation sur les Azure App Service. Donc la première partie qui sera probablement plutôt théorique. Donc Azure Private Link, qu'est-ce que c'est? Donc selon la documentation Microsoft, Azure Private Link, c'est une fonctionnalité qui permet l'accès à des services PaaS tels que le storage account ou le SQL database et des services tiers d'Azure, enfin des services partenaires à travers un endpoint privé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer. Alors, supposons que là, on a Azure. Désolé, j'écris très très mal. Et là, on a une entreprise, on va nommer A. Okay, et là, on a une équipe de sécurité. Donc, avant l'existence de la Private Link, ce qu'on avait, c'est que tous les services PaaS Azure avaient une adresse publique qui exposait une IP publique. Okay, donc, pour qu'on puisse atteindre ce service PaaS-là, on était obligé de passer par l'IP publique et donc par Internet pour qu'on puisse atteindre ce service PaaS. Or que l'équipe sécurité là n'est pas trop fan pour cette méthodologie, c'est-à-dire de passer par Internet et attaquer le service PaaS par Internet. Si on prend une entreprise où la sécurité est vraiment compte, si on prend une entreprise dans un domaine banquier financier, je ne pense pas que ça serait accepté ce genre d'architecture. Là, on passe par Internet pour attaquer un service PaaS. Du coup, ce qu'on avait fait avant de la sortie de la Private Link, on a essayé de limiter déjà l'accès à ces services PaaS en sortant ce qu'on appelle les firewalls, enfin les services endpoints. Donc, en gros, à quoi ça sert les services endpoints? C'est de limiter l'accès à ce service PaaS, c'est-à-dire pas tout Internet va accéder, mais seulement les réseaux qu'on veut qui accèdent à ce service PaaS. Mais ça n'empêche pas que ça expose toujours une adresse publique et ça n'empêche pas qu'on passe toujours par Internet pour qu'on puisse attaquer le service PaaS. Et la sécurité, oui, ils peuvent accepter ce genre de risque parce que c'est limité quand même, c'est pas tout Internet qui accède, mais on passe toujours pas par notre réseau privé. Et donc récemment, Microsoft a annoncé la sortie des Private Link qui sont rien d'autre que des Private Endpoints ici et qui donnent au service PaaS une adresse privée. Autrement dit, notre entreprise là, notre réseau interne, il peut attaquer le service PaaS à travers l'ExpressRoute ou le VPN, et c'est-à-dire sans avoir accès à l'Internet et du coup tout en privatisant le flux entre l'entreprise A et Azure via la Private Endpoint. Et la communication entre le Private Endpoint et le service PaaS passe tout le temps par le Microsoft Backbone, donc on est un peu secure pour pouvoir y accéder à des services PaaS Azure. Donc en gros, c'est ça l'utilité des private endpoints, c'est juste pour qu'on puisse attribuer une adresse privée à service PaaS, chose qu'on n'avait pas avant, et un peu se limiter, ne plus avoir d'adresse publique dans notre architecture. Et c'est vraiment très important pour l'équipe sécurité, ce service-là.
Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des services endpoint et comme je vous ai dit, la majorité des clients ne savent toujours pas quelle est la différence entre la private link et les services endpoint. Donc, comme je vous ai dit, la private link, elle donne une adresse privée au service pass. Par contre, le service endpoint, en aucun cas, il donne une adresse privée et du coup, la communication reste toujours à travers l'adresse publique. Par contre, avec la private link, on peut accéder au service à travers notre réseau privé, à travers notre VNet ou à travers un VNet en faisant le peering. Donc, si j'essaie de clarifier ça, si on a un VNet ici, avec la private link ici et le service pass ici, donc on peut bien créer une VM ici qui peut attaquer la private link, la private endpoint, pardon, pour qu'on puisse atteindre le service pass. On peut bien sûr attaquer le service pass de on-premise, enfin du réseau interne de l'entreprise, vers la private endpoint et on peut attaquer le service pass. On peut aussi avoir un VNet, un autre VNet, et en faisant le peering entre ces deux VNet-là, une machine virtuelle à l'intérieur de ce VNet, elle peut attaquer la private endpoint et passer au service pass. Donc ça ouvre pas mal de portes et ça résout pas mal de problèmes côté sécurité. Et c'est ce qu'on va voir à travers quelques use cases là, juste après. Donc, la communication, enfin le seul point en commun entre le service endpoint et l'Azure Private Link, c'est que la communication entre le VNet et les services pass, elle reste toujours à l'intérieur de Microsoft Backbone, qui est le réseau de Microsoft. Maintenant, on va parler un peu des use cases. On va faire quelques démos pour montrer un peu, en gros, ce que la Private Link apporte comme avantage. Donc, on va prendre premièrement l'Azure SQL, qui est un service très important, que sa sécurité est très importante aussi. Donc, le service SQL, avant, on ne pouvait pas l'attaquer en privé, sauf si on crée une managed instance. Maintenant, on peut créer, bien sûr, un serveur SQL et interdire la communication Internet. Et en utilisant la private endpoint, on peut y accéder en privé à travers une virtual machine ou d'un réseau interne qu'on a. Donc, si on prend le portal Azure là, j'ai déjà créé la SQL Server et le virtual network et la machine virtuelle juste pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps, bien évidemment. Donc, on a le SQL Server là, et si on check ces private endpoint, on n'en a pas pour l'instant. Et les firewalls, elle est open. Donc, autrement dit, si je prends un script SQL pour tester la communication, est-ce que je peux accéder à ce serveur SQL via Internet? Aucune surprise, bien sûr, je peux y accéder parce que tout est open. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de créer une private endpoint sur ce service-là. En West Europe. Donc là, c'est un service SQL, donc on prend Microsoft SQL Server. Et là, on prend le subnet dédié. J'ai déjà créé les 3 subnets, un pour SQL, un pour le prochain use case et un pour ma machine virtuelle. Donc la création est rapide et elle va rapidement nous attribuer une adresse privée à notre SQL et on va voir comment ça va se comporter juste après. Donc là, il a créé la private endpoint. Il a attribué à ce serveur-là cette adresse privée qui est 10.0.0.4. Donc, autrement dit, si on essaie, bon, il tourne toujours, mais c'est pas très, très gênant. Donc, si on essaie d'accéder encore une fois à mon serveur, enfin, on va essayer déjà de configurer le serveur. Donc, revenons à Firewall. Là, comme vous pouvez le remarquer, on peut interdire l'accès public à notre serveur. Donc oui, bien évidemment, c'est ce que la sécurité veut. Il veut qu'on interdise
l'accès public. À noter, quand on interdit l'accès public à l'SQL Server, toutes les rôles qu'on a ici deviennent inutiles, c'est-à-dire il prend ça en considération en premier, parce que ça, c'est les services endpoint, et généralement, les services endpoint ont besoin d'un public network access. Du moment où on l'a interdit, ça ne sert à plus rien, ça. Donc, je sauvegarde. Donc, j'ai plus accès depuis Internet. Donc, si je reprends mon script qui teste l'accès, donc ce script, je ne l'ai pas expliqué. En gros, c'est un serveur, enfin, je donne le serveur, je donne ma base de données, mon compte d'utilisateur, mon mot de passe et une connection string, et je tente la connexion, est-ce qu'il va s'ouvrir sur le SQL Server ou pas. Donc, si je refais, hop, ça passe, parce que ça n'a toujours pas été pris en compte, forcément. Ah, hop. Oui, non, c'est tout pour moi. Autant pour moi parce que la connexion était ouverte. Donc, oui, donc là, si on retente, il dit que je n'ai pas accès à la base de données SQL Server. Pourquoi? Parce que l'accès Internet, il est set to yes, il est activé, donc l'interdiction, elle est là. Donc là, pour pouvoir y accéder, pour faire plaisir à l'équipe sécurité, pas pour faire plaisir, mais pour sécuriser notre instance d'SQL, on ne peut accéder à cette instance à travers le schéma que je vous ai montré tout à l'heure que via une machine virtuelle. Donc, j'ai déjà créé la machine virtuelle qui fait partie du même VNet que dans la private endpoint, qui est juste là. Donc, si je relance mon script ici, ça passe. Pourquoi? Parce que la machine virtuelle, elle est dans le même VNet que la base de données SQL, et donc elle peut y accéder à travers la private endpoint vers le SQL sans aucun problème, puisque ça ne passe pas par Internet, mais ça passe par Microsoft Backbone. OK? Donc, ça, c'est le premier use case. Le deuxième use case qu'on va voir, c'est le Azure Batch Account. J'ai choisi ce use case parce qu'il est un peu spécial, parce que c'est pas vraiment, enfin, on va voir juste une autre utilité de la Private Link. Alors, comme vous le savez, peut-être, vous ne le savez pas, peut-être pas, j'efface ça. Quand on crée un Batch Account ici, avec un pool, quand on incrémente, enfin, quand on fait un scale-up de pool là, il crée des nodes. Et quand on crée des nodes, enfin, généralement, il crée trois autres services, et parmi ces services, c'est une public IP, une adresse publique. OK? Et ça, encore une fois, la sécurité n'aime pas trop. Oui, ils autorisent parce que les nœuds, ils sont dans un VNet, mais quoique, il y a une adresse publique. Récemment, lorsque la Private Link elle est sortie, on peut créer un pool tout en interdisant la création de la private, de l'IP public, et au lieu de ça, on peut créer un private endpoint. C'est pas nous qui faisons ça, mais c'est le node, lorsqu'il va faire son scaling, il va pas créer une IP publique, mais il va créer une private endpoint, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, à noter que ça, c'est pas encore faisable via le portal. J'ai donc créé une IAM template permettant de faire ça. C'est pas grand chose. Il crée un batch account et un pool. Et l'importance de tout ça, c'est que là, dans la network configuration, il faut bien évidemment mettre no public IP addresses pour que la private endpoint, pour qu'on puisse pas créer des IP publics lorsqu'on fait un scaling. Donc, si on prend ça, bien évidemment, donc
On va essayer de déployer le batch avec toute la configuration de l'IAM template. Je cherche juste le pass qui est juste ici. Ok, c'est parti. Donc là, ce qui va nous créer, c'est un batch account, comme je vous ai dit. Un storage pour le bas, ça sert à rien, mais bon, je tiens à le créer aussi. Il va aussi nous créer un pool avec des machines A1, sauf que ce pool-là, il sera pas public, il n'aura pas d'adresse publique lorsqu'on va faire le scaling. Et bien sûr, il va créer un nœud avec pour qu'on s'assure qu'il ne va en aucun cas nous créer une adresse publique. Ça prend quand même un peu de temps, la création. Mais la Private Link, il a résolu pas mal de problèmes de sécurité, comme je vous ai dit, dans un domaine bancaire, dans un domaine de finance. Généralement, quand on crée des services PaaS, il faut les sécuriser au maximum. Généralement, il ne faut pas laisser quelque chose au hasard, il ne faut pas laisser un accès Internet, il ne faut pas laisser la fuite de données et tout. Et on avait vraiment un grand problème pour accéder au storage account, au SQL, aux autres services. On passait tout le temps par son adresse publique, mais maintenant, grâce à la Private Link, on peut passer par l'ExpressRoute ou le VPN pour qu'on puisse attaquer ces services PaaS. Et c'est vraiment un très grand avantage pour les entreprises où la sécurité compte vraiment. Donc, parfait, il l'a créé. Donc, allons voir ce qu'il nous a créé. Bon, il est là. Donc, il a créé un batch ici avec un pool. Et là, il est en train de scaler. Donc, comme je vous ai dit, quand on scale, il crée normalement une adresse publique, c'est NSG et si je ne me trompe pas, un load balancer. Mais là, au lieu de tout ça, il va nous créer normalement une private endpoint. À savoir que ça ne change rien côté performance, c'est-à-dire si le démarrage, avant de démarrer allez, je dis quelque chose comme par hasard, à 10 minutes, ça redémarre à 10 minutes, même si on l'utilise sans aucune adresse publique. Donc ça ne change rien côté performance pour les gens qui s'inquiètent un peu sur la performance des pools. Et, comme j'ai pris une standard A1, ça va prendre un peu plus de temps. Quoique, on peut le voir là. Donc, il a créé un load balancer. Il a créé un autre, c'est pas pour nous. Il a créé un load balancer. Il a créé un private link. Et là, si on check, on devrait trouver qui a une private endpoint pour le Azure Batch Service. On n'a pas accès à cette private endpoint. Je ne vois pas pourquoi. J'ai essayé d'y accéder une fois, deux fois, mais on n'a pas accès. Mais quoique, il n'a créé en aucun cas une adresse publique. Il a juste créé une private endpoint juste là. Ok, donc ça aussi, ça a aidé beaucoup pour la validation des batch accounts au niveau des entreprises. Et aussi, quand on crée ce pool avec cette manière-là, c'est-à-dire avec une méthode privée, on n'a pas accès, on n'a pas de outbound vers Internet. Autrement dit, même si sur un NSG, on a les internets qui sont autorisés à travers la private endpoint. Je ne sais pas pourquoi, parce que la private endpoint est agit au niveau de l'entrée, mais là, au niveau de sortie, on ne peut pas accéder vers Internet aussi, vers la sortie. Donc là, à savoir, on a tout créé manuellement, c'est-à-dire on a créé la private endpoint manuellement, on a créé les services manuellement. Maintenant, une fois qu'on a la private endpoint mise en place, testée et poquée entre entreprises,
La prochaine step, c'est de l'automatiser. La prochaine step, c'est de l'industrialiser pour qu'on puisse l'utiliser le maximum possible et le plus automatique possible. Et je pense que vous avez vu tout à l'heure la présentation de Johan et Annick sur la pipeline CI/CD et son importance. Et donc là, on va faire une toute petite démo avec Terraform et GitHub Actions pour créer des pipelines pour qu'on puisse automatiser les private links et prendre un autre use case pour le tester, qui est l'App Service. À savoir que l'App Service, pour le sécuriser jusqu'à un moment, il n'y avait que l'ASE à mettre en place, c'est-à-dire on paye 900 € par mois et mettre un environnement, là on peut sécuriser notre App Service et le mettre dans un ASE et comme ça notre App Service il aura un accès internet, enfin il aura un accès privé. Récemment, ils ont annoncé la publication, enfin, bien avant l'Ignite et l'annonce de la SEV3, ils ont annoncé la private endpoint pour qu'on puisse accéder et en privé vers l'app service. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'accès Internet. On va juste utiliser la private endpoint comme on l'a fait tout à l'heure pour interdire l'accès Internet et y accéder que en privé. C'est bien, ça peut remplacer l'ASE, sauf qu'elle a des limitations. Si je tiens à dire une délimitation, c'est qu'on ne peut pas utiliser un DNS privé. Donc, si vous avez un app service, vous voulez utiliser, par exemple, mon app service.monentreprise.com, ça, vous ne pouvez pas le faire avec les private endpoints parce qu'on ne peut pas atteindre un DNS privé. La validation se passe seulement sur des DNS publics. Donc oui, donc la démo, là, ce qu'on va automatiser, c'est la création d'une machine virtuelle, la création d'une private endpoint à l'intérieur d'un VNet et la création d'un app service et l'attachement à un private endpoint, tout ça à travers Terraform, et on va automatiser le déploiement via une pipeline de déploiement sur GitHub Actions. Comme ça, on verra enfin, comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça. Et ne vous inquiétez pas, ça va aller très rapidement. Donc, ouais, je prends ça, hop. Je suis là, j'ai un backup au cas où parce que les démons et moi, c'est pas. Allez, c'est parti. Donc, on crée un nouveau dossier. C'est là où il y aura notre workspace de Terraform. Et comme on va utiliser GitHub Actions, on aurait bien évidemment besoin d'un repo GitHub. Et tout ça, ça serait disponible. Là, c'est parti. Hop. Créer notre repo. Donc, il est là. Là, on va devoir switcher ici. Ok, parfait. Donc là, j'aurais juste besoin de mon workspace pour ne pas tout réécrire. Contrainte de temps. Hop, je vais récupérer tout ça. Et le mettre ici. Ok, cool. Donc maintenant, on va parler de ce qu'on a fait. Donc Terraform, c'est un outil qui permet l'automatisation, enfin l'infrastructure, de créer l'infrastructure en utilisant le code. Et en gros, on a un main, c'est là où on met tout ce dont on a besoin, pardon. On a des modules, c'est là où on va créer nos services dont on a besoin aussi. Et bien sûr, on a les variables qu'on va automatiser et tout. Donc, en gros, on a la partie back-end, c'est là où on va stocker le storage, pardon, le fichier de state. Le fichier de state n'est rien d'autre que la description de notre infrastructure déployée. Et donc, il nous permet de faire les mises à jour, la destruction, etc., etc., etc. On va voir ça tout à l'heure. Puis après, on a besoin de provider, puisqu'on utilise Azure, on a besoin de Azure RM. Bien évidemment, on a besoin d'accéder à notre souscription Azure, et donc on a besoin de souscription ID, de client ID pour s'authentifier, de client secret. Le client secret, on va voir tout à l'heure qu'on doit le sécuriser aussi, et le tenant ID. OK? Donc, on va créer un resource group qui s'appelle iOS Backup, mais cette fois, ce n'est pas un iOS Backup, c'est iOS 0810, vas-y. Et on va créer une app service, un virtual network, une private link, une machine virtuelle. OK? Donc, tout ça, c'est des modules
L'app service, c'est un app service, il doit évidemment être en premium, sinon la private link ne va pas marcher, à savoir que la private link pour les app services, il ne marche que pour la version premium. Puis après, on aura besoin de notre virtual network. Il y a un VNet avec un subnet là-dedans. Il faut tout le temps faire un enforce private link endpoint à true, sinon ça ne va pas passer parce que on doit bypasser les NG et tout, donc on a besoin de mettre cette variable à true. On doit désactiver plus ou moins les policies sur les private endpoints. Et on va créer notre private endpoint en automatique, mais cette fois-ci, dans le sub ressource, il faut mettre un site et on a besoin de la resource ID qui est l'ID de ressource qu'on veut mettre en private link. Et dans notre cas, c'est l'app service. Okay. Donc, les modules, à quoi ils servent? C'est juste pour avoir des modules en transverse. Si jamais il y a une autre personne qui veut utiliser les mêmes modules, il n'a pas à tout réécrire, il n'a qu'à utiliser ces modules-là. Comme ça, on peut l'industrialiser au sein de notre entreprise. Donc, oui, donc là, on crée l'app service, on renseigne les variables dont on a besoin, savoir son nom, le nom de l'application, le ressource group, là, on va le mettre, et le nom du ressource group, pareil pour le VNet, et pareil pour la private link, on rajoute seulement l'ID du subnet, là, on va mettre la private link et l'ID de la ressource. Donc, là, on a besoin des variables, et dans le TFVAR, on renseigne les variables, c'est-à-dire la souscription, le client ID et le tenant ID. Là, on avait le client secret, par contre, là, on ne l'a pas mis. Pourquoi? Parce que si je le mets, la sécurité va me tirer les oreilles, va me dire, ouais, mais vous avez mis un secret, là, en dur. Il y a aussi l'accès au storage qu'on n'a pas mis, et on n'a même pas de storage. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de créer un storage et de créer le conteneur et de récupérer sa clé et de sécuriser la clé pour pouvoir, enfin, le client secret pour pouvoir y accéder et de sécuriser cette clé-là. Et tout ça à travers un GitHub Actions. Donc, tout d'abord, on doit initier notre repo Git et pousser tout notre code dedans. Ça. On va rajouter l'origine. Hop. Et donc là, on va rajouter notre infrastructure. Et on va la pusher. Parfait, du coup, ça c'est fait. Donc, si j'actualise ici. Parfait, on a notre code sur GitHub. Donc là, comme je vous ai dit, il nous faut un storage account. Le storage account, il sert à stocker notre fichier de state. Et donc là, on va créer un nouveau storage account. Ça, on peut le créer en automatique aussi, mais bon. J'ai besoin de son nom, qui est celui-là. Hop. Peu importe où. LRS, ça je m'en fous. Alors le fichier de state, il est très important en fait. Il ne faut en aucun cas le garder en local et en aucun cas il faut le garder dans un endroit où on risque de le perdre parce que si on le perd, on sera dans une galère pour récupérer toute l'infrastructure dedans. Il décrit en fait toute infrastructure qu'on déploie. Quand on fait un Terraform plan, on a besoin du fichier state pour faire la comparaison entre l'infrastructure réelle et l'infrastructure qu'on a. Si on fait un apply, on a besoin encore une fois pour le fichier de state pour qu'on puisse le modifier et le mettre à jour avec la nouvelle infrastructure qu'on a. Donc le fichier de state, il est vraiment très important. On ne le garde en aucun cas dans un endroit où on risque de le perdre, on risque d'avoir de vrais soucis. Il faut faire des Terraform import et tout pour le récupérer. Bon. Donc là, on a créé notre storage. On aura besoin d'un conteneur. Il le crée malheureusement pas automatiquement. Donc parfait, on a ça aussi. Ok, parfait. Donc revenons là maintenant. Comme je vous ai dit, là maintenant on a notre code qui est disponible, ok, mais on doit automatiser sa création à travers des pipelines CI/CD. Je ne peux pas parler puisque Johan et Yannick on en parlait tout à l'heure.
Donc là, on va cliquer sur Actions pour utiliser GitHub Actions. Donc là, on peut faire un setup workflow, puisqu'on a déjà, je l'ai déjà créé, on va juste vous montrer comment faire. Donc là, on a notre fichier YAML qui décrit notre pipeline CI/CD avec les jobs. On va créer un nouveau job qui s'appelle CI par exemple, et à chaque fois qu'on va pousser en master, on va lancer les steps qui sont là. OK? Les steps, je les ai déjà créés encore une fois pour ne pas tout recréer from scratch. Ils sont là, hop, je les prends, je les récupère et je les mets ici. Alors, donc à chaque fois que je pousse en master, que je fasse une pull request, ça c'est pas vrai, enfin, c'est pas bien. Je lance les steps suivantes, je récupère mon code dans l'agent et je le mets dans l'agent à travers Action Checkout, puis après je lance l'init. Et Terraform init, ce qu'elle fait, c'est qu'elle télécharge les modules, il initie mon projet Terraform plus ou moins, il télécharge les modules, elle récupère le fichier de state et le met en local pour qu'on puisse lancer le reste des commandes. On parlait tout à l'heure des secrets, on ne doit en aucun cas les mettre en dur, donc on les met comme étant des arguments, des variables d'environnement, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai utilisé des arguments, var client secret, et là je mets mon client secret dans secrets, on va voir ce que c'est juste tout à l'heure, après avoir sauvegardé. Et puis on a besoin de l'access key du storage account pour qu'on puisse y accéder et récupérer le fichier de state, bien évidemment. Le backend config, on l'utilise que dans l'init, puisque c'est que dans l'init qu'on récupère le fichier de state, et c'est que dans l'init où on initie le workspace Terraform. Puis après, il garde tout en tête. Puis après, il y a le plan. Le plan, c'est là où on va comparer notre fichier de state avec l'infrastructure actuelle. Et puis, il y a le apply, c'est là où on va appliquer la modification. Donc, je vais sauvegarder. Le seul point que je n'aime pas trop, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un commit, il va lancer un déploiement. Et, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y a pas de secrets. On n'a pas renseigné les secrets. Et donc là, venant au secrets, new secret, il nous faut le storage secret. On vient de créer le storage, on récupère juste sa clé et on le met ici. Et puis après, il nous faut aussi. Le client secret, c'est le soi-disant mot de passe de l'ESPN et que je l'ai juste là. Donc parfait, j'ai ces deux-là. Si je vérifie, ça n'a pas marché, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le init n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Hop. C'est parce qu'il n'arrive pas à se connecter au storage account parce qu'il n'y a pas de clé. Donc là, si je fais un rerun job, ça devrait marcher. Bon, enfin, j'espère que ça va marcher. Donc déjà, le init il est passé. Alors si on check ce qu'il a fait, il a bien téléchargé le module. Puisqu'on a des modules locaux, ça ne va pas poser un problème. Mais après, si on utilisait des modules dans un registry, vous devrez aller voir qu'il aille récupérer les modules dans le registry et les télécharger dans l'agent. Puis après, il récupère le provider et bien sûr, il récupère le fichier de state et le mettre dans l'agent. Là, le plan, il est passé. Il a comparé le fichier de state qui n'existe pas, bien évidemment. Du coup, toutes les ressources qu'on a, c'est à créer. Du coup, il va créer le lab service, il va créer avec toute sa configuration, il va créer le lab service plan, le private endpoint et aussi le VNet et sa machine virtuelle. Donc, on a 11 ressources à créer. Donc, tout ce qu'on a fait manuellement, là, il le fait lui en automatique. Et les avantages, je suppose que vous avez déjà vu avec Yohan et Yannick tout à l'heure. Du coup, là, il est en train d'apply. Comme
quand on fait l'apply, donc normalement, on devrait avoir des ressources qui se créent. Je suppose que c'est ça. Donc, je commence à avoir des ressources qui sont en train de se créer là. C'est ma private endpoint, c'est ma machine virtuelle et c'est mon app service plan. Attendons toujours l'app service et tout. Bon, ça a pris normalement beaucoup de temps. Donc là, je commence toujours. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai entendu un PC disconnected. Peut-être que mon casque ne fonctionne plus. Allô? Bon, je pense que ça fonctionne toujours. Ok, parfait. Donc, il est toujours en apply. Donc là, il a déjà créé l'app service. On peut vérifier pour voir ce qu'il a créé dedans. Donc là, on a notre private endpoint qui a été créé. Et là, à l'intérieur, on a notre app service avec son adresse privée et pareil pour le SM. Alors, la différence entre un ASE et là, c'est qu'un ASE, on a un seul environnement dans un seul tenant. On peut créer plusieurs app services. Là, si on crée pour chaque app service, il devrait avoir sa propre private link. Déjà ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé du custom domains, qu'on ne peut pas mettre notre propre custom domain dans un DNS privé. Donc là, on peut bien évidemment créer des DNS qui sont publics, enfin .com, .fr, machin. Mais si on souhaite utiliser un DNS qui est privé dans notre entreprise, si on a un serveur DNS on-premise qu'on souhaite l'utiliser, ça ne va pas marcher avec les private links. Donc on est obligé d'avoir un DNS public. Et puis, il faut garder en tête que la private endpoint en général, il ne gère que l'accès au service. Donc, si on souhaite gérer l'outbound, il faut le gérer autrement. Dans le cas de l'app service, si on souhaite gérer l'outbound, qu'on puisse passer en privé dans l'outbound aussi, je ne sais pas si on souhaite attaquer une ressource une ressource en privé, enfin en privé, en premise dans notre réseau, il faut utiliser la VNet Integration pour qu'on puisse attaquer des services qui sont dans un autre VNet. À savoir que l'outbound reste toujours à Internet. Donc, pour le sécuriser, il faut bien évidemment passer par un VNet Integration. Et la private endpoint, encore une fois, il ne gère que l'accès au service. En aucun cas, on met le service dans un VNet lorsqu'on met la private endpoint. C'est une ressource bien à part et qui attribue une adresse privée à notre service. Ça, je le dis et je le redis parce que les clients n'arrivent toujours pas à voir comment est-ce que la private link fonctionne. Ils croient que lorsqu'on met la private link, c'est qu'on sécurise le service en entier, mais non, on ne sécurise que l'accès en fait. Donc oui, l'apply il est bien passé et là, il nous dit qu'il a créé tous les services qu'il faut avec la machine virtuelle et tout. Donc là, si j'essaie d'accéder à mon app service, normalement, il doit me rejeter avec une erreur 403. Cool. Donc ça ne marche pas via Internet. Donc maintenant, allons tester en privé, c'est-à-dire en accédant à une machine virtuelle qui est dans le même VNet
que la private endpoint là, donc la machine virtuelle et la private endpoint ils font partie du même VNet. On essaie d'y accéder. Si ça marche un tout petit peu plus rapidement. Bon. C'est un peu bizarre. Ah bah voilà, il est de retour. Parfait. Donc on va pouvoir y accéder. RDP. Hop. J'espère que j'ai pas pris une machine qui est. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Alors le compte, le mot de passe, je suis pas. J'ai pas une très bonne mémoire, mais hop, allez, on prend. Hop. C'est le même, donc ça devrait être le même. Ouais, ça passe. Donc l'idée, c'est de tester l'accès à l'app service, que ça passe qu'en privé. On a testé par Internet, c'est-à-dire depuis ma machine locale, ça n'a pas marché. Maintenant, via la virtual machine, ça devrait passer puisqu'ils sont du même VNet. Il n'y a pas, de surprise. C'est à peu près comme la SQL Server tout à l'heure. Puisqu'on fait partie du même réseau, on devrait passer. Alors, à noter, là, je n'ai pas créé de DNS zone. Donc, il se peut qu'on ait un petit problème qu'on va résoudre. Sûr. Donc, alors, check. Ça, c'est, enfin, je prends le use case. Là, on va utiliser un DNS privé, OK? Donc, je prends l'URL. C'est d'y accéder. Normalement, il doit me rejeter. Oui, il m'a rejeté. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je prends ça. Hop. Je prends ma ligne de commande. Si c'est un peu plus vite, j'ai pris une machine un peu lente, mais c'est pas grave. Que j'essaie de pinguer sur ça. Hop. Comme vous le remarquez, il n'a pas pris en compte, euh, il n'a pas pris en compte l'adresse privée, mais il passe par le 20, par 49, par machin, qui est une adresse publique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de DNS, parce qu'on n'a pas configuré de DNS. Donc, si on utilise des DNS privés, ce qui est souvent utilisé dans ces entreprises, dans les entreprises de la sécurité compte, il faut mettre à jour leur DNS, il faut faire des demandes pour qu'on puisse ouvrir le flux vers cette adresse-là qui correspond avec l'adresse privée qu'on a eue. Donc, nous, on n'a pas de DNS privé parce que c'est juste une demande. Donc, on va passer par le moyen le plus simple qui est le fichier host. Et, je vous déconseille de faire ça en production quelque part, c'est juste une démo, donc on en profite. Drivers, etc. Et là, on a le fichier de host, c'est là on va l'ouvrir. Donc là, on devrait mettre ça. Parfait. Donc là, si je réessaye, je pense pas avoir regardé. Ouais, non.
Donc là, ça devrait marcher, j'espère. Ah oui, ça c'est normal parce qu'il me faut le hosting page, je pense, .html, je pense, j'espère. Non? C'est bon, je me souviens plus de la page qu'on en a. Hosting page, c'est quoi comme ça? Pages? Index, quelque chose comme ça. OK. Le problème, c'est que, enfin, on a accès, on a erreur 404, oui, mais le problème, c'est que je ne me souviens plus de la page. Je vais vous dire ça tout de suite. On va y accéder, ne vous inquiétez pas. On va voir notre application. Je cherche seulement le nom de l'app service, le nom de. Alors, il s'appelle comment? App service. Hosting index. Voilà, parce que j'ai pas fait le mapping. Il s'appelle comment la page de hosting? Je sais que c'était hosting. Quelque chose HTML. Bon, je ne me souviens plus de le nom de la page malheureusement, mais bon, généralement, on a accès à notre app service. On peut le vérifier là en faisant, non pas là. On peut le vérifier, mais hop. Sur Hosting Index peut-être. Bon, je me souviens plus, mais en tout cas, on a accès. On a la 403, mais ça n'a rien à voir avec la 403 tout à l'heure. J'aimerais juste pouvoir faire un ping. Hop. Donc là, si je refais un ping sur mon truc, ça passe vers la 10.0.5.5. Okay, la 10.0.5 et donc ça passe via mon adresse privée. Donc, voilà, et je pense que ça serait tout. Ouais, donc ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a déployé un app service avec une virtual machine private endpoint et on a pu, enfin, on n'a pas pu voir la page d'index parce que je ne me souviens plus de son nom. C'est par défaut par Azure. Je me souviens plus à vrai dire. Et donc on a pu interdire l'accès Internet, on a pu utiliser la private endpoint pour pouvoir y accéder à l'app service. Donc pour résumer, encore une fois, la private endpoint, il ne gère que l'accès vers le service pass via une voie privée, que ce soit l'ExpressRoute, que ce soit VPN, que ce soit notre VNet qui est dans le même, enfin, une machine qui est dans le même VNet que dans la private link, ou un autre VNet en faisant le peering. L'app service, il continue, enfin l'app service, la private link, il continue de sortir des nouveautés jour après jour. Et à chaque fois, il y a de nouveaux services qui fait partie de la private link. Donc c'est un très grand service ajouté qui ajoute une nouvelle couche de sécurité très importante
pour les entreprises. Donc, merci encore une fois. Merci pour votre attention. Si vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un message. Là maintenant, je peux répondre. Sinon, je pense que ça serait tout de mon côté.